Au sein de Guyane Nature Environnement. Et avec lui, le thème, c'est les conséquences en Guyane de l'augmentation du cours de l'or. Tout à fait. Bonjour, Léo Bargès. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On rappelle que tout à l'heure, les auditeurs, évidemment, vont pouvoir répondre ou poser leurs questions plutôt au 31 90 00 sur ce sujet qui intéresse beaucoup la Guyane à deux niveaux, celui de la protection de l'environnement et aussi celui du développement économique, de l'exploitation des ressources. Et si on parle souvent donc de l'orpaillage illégal, de ses conséquences, il y a aussi donc une augmentation donc du nombre de demandes, en tout cas dans la commission des mines où vous siégez à la préfecture, d'ouverture de chantiers miniers, puisque le cours de l'or, vous l'avez dit, mon cher Tano, a augmenté, et cela mécaniquement baisse le seuil de ce qu'on appelle rentabilité donc des mines. On va en parler tout à l'heure. D'abord, vous avez assisté à la dernière commission des mines, donc c'est du mois d'avril si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez constaté, comme au mois de février, cette augmentation du nombre de demandes, et est-ce que ces demandes sont ensuite acceptées par la préfecture ? Alors déjà, merci de m'accueillir, merci de m'inviter aujourd'hui pour parler de ce sujet qui concerne, je pense, pas mal les Guyanais, et on en parle assez peu de l'orpaillage légal. Pour répondre à votre question, oui, j'y ai assisté. Alors on n'était pas sur les standards de février. Il faut savoir que la commission départementale des mines de février était réellement montrait une totale augmentation. On était sur 25 dossiers. Généralement, il y en a une dizaine, c'est ça ? Généralement, on est plus autour d'une dizaine. Après, on a vu une augmentation sur l'ensemble de ces dernières années, entre 2023, 2024, 2025. Il faut savoir qu'en 2024, on était à peu près sur 27 dossiers sur l'année. En 2025, on était à 52 en demande d'exploitation et en demande de recherche, donc c'est-à-dire d'exploration. On était à 65 en 2024, 83 en 2025. Alors, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle tant pour l'économie que aussi pour l'environnement, puisque considère que si ce sont des légaux qui exploitent les mines, cette exploitation se fait dans un cadre réglementaire suivi notamment par les services de la préfecture. Alors j'ai l'impression que c'est un peu l'instinct et c'est un peu le prépensé et les présupposés vis-à-vis de l'orpaillage légal. Donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect économique déjà. Sur l'aspect économique, il faut savoir que ça représente à peu près 1% du PIB guyanais. C'est le rapport Deloitte qui en parle très bien, qui parle que sur 36 secteurs économiques, c'est le dernier qui a des contributions positives à l'économie guyanais. Parce qu'il est notamment pris par le marché illégal, parce que justement, il y a une grande partie de l'exploitation, 99% de l'or qui est extrait en Guyane ne l'est pas de manière légale. Alors c'est pas tout à fait ça, c'est surtout vis-à-vis des retombées économiques. Il faut savoir que quand il y a 100 € par exemple qui sont réalisés par les opérateurs miniers, il y a à peu près 7,50 € qui vont retourner directement. Il y a à peu près 7,50 € qui vont retourner directement dans l'économie locale. En comparaison, l'agriculture c'est 33 € sur 100 € de créer. Donc, Monsieur Bargès, j'aimerais revenir au nombre de dossiers, de demandes qui explosent visiblement. Et c'est quoi le taux d'acceptation de tous ces dossiers qui sont déposés ? On est autour, j'ai pas fait de stats, je vous avoue, mais on doit être autour de 70-80%. 80%. Ouais, à peu près. Qui passent, donc qui arrivent en commission départementale des mines. Avec un dossier, on pourra en parler de l'état des dossiers. Franchement, à notre avis, déplorable, qui ne reflète pas du tout la réalité des terrains. Les critères d'attribution se sont assouplis ou durcis dans le temps ? Justement, il y a eu plusieurs réformes récentes du code minier, notamment. Et ça a participé à une forme d'assouplissement, en tout cas pour ce qu'on appelle l'orpaillage artisanal ici. Donc l'orpaillage industriel, il y a quand même des garanties environnementales et on a des procédures assez strictes qui nous permettent à nous notamment d'agir et de défendre les intérêts de l'environnement. En revanche, pour l'orpaillage artisanal, c'est-à-dire les petites exploitations, on va dire, mais qui se multiplient du coup, on a eu un retour en arrière sur certaines garanties environnementales. Quelle est la position de votre association lors du passage de ces dossiers en commission ? Est-ce que vous avez une opposition systématique ou est-ce que vous regardez des critères spécifiques et que parfois vous donnez un avis favorable ?
On a mis assez longtemps en fait à trouver une position adéquate, on va dire, vis-à-vis de nous, ce qu'on défend. Parce qu'on part du principe à Guyane Nature Environnement, si vous voulez, et c'est pas selon juste notre avis, une opinion comme ça, c'est que la mine, elle peut pas être vertueuse par nature. C'est-à-dire qu'on va défricher, on va détruire, on va dériver des cours d'eau, on va porter atteinte à la biodiversité sur place, qui est parfois unique, ici, surtout en Guyane. Donc l'objectif, c'est de limiter les dégâts, quoi. Donc nous, notre objectif dans cette commission départementale, c'est de limiter les dégâts, donc de demander le maximum de garanties dans l'étude des dossiers, etc. Et après, d'essayer d'aller vérifier, mais nous, évidemment, c'est pas nous sur le terrain, mais à travers les agents de la DGTM, de l'OFB, de l'ONF, etc., de contrôler ces exploitations pour que ça se passe le mieux possible, même si, encore une fois, ça peut pas être éminemment vertueux, une mine. Vous parliez justement de l'état, entre guillemets, des dossiers. Selon vous, qu'est-ce qui pêche dans ces dossiers en termes de garantie de protection de l'environnement ? On a des dossiers où, typiquement, ils ne sont absolument pas allés sur le terrain. Je parle des opérateurs. Ils ne sont pas allés sur le terrain, démontrer dans leur notice d'impact qu'il y avait telle ou telle espèce endémique, susceptible d'être en danger, très menacée, etc. Par exemple, sur les protocoles de dérivation des cours d'eau, ils sont censés aller étudier le cours d'eau pour voir comment le remettre en place, le réhabiliter après l'exploitation. On voit bien que dans certains dossiers, c'est pas fait. Il y a des dossiers qui sont simplement des copies. Très grande attention qui est accordée à la qualité de préparation du dossier. La qualité de préparation, pour nous, va refléter derrière la qualité d'exploitation, en fait. Si le dossier n'est pas du tout abouti et si on a l'impression qu'il est bâclé, souvent, en fait, ce qu'on constate, c'est que ça se répercute sur l'exploitation. Et donc, ça va être des exploitations où ils vont par exemple défricher outre mesure, ils vont pas bien réhabiliter, il va y avoir énormément de conséquences supplémentaires, en fait, aux conséquences originaires à la mine. Est-ce qu'on a une précision géographique sur les zones où on a le plus de demandes de permis miniers en ce moment? Est-ce que vous avez une idée des zones qui sont les plus prisées par les orpailleurs légaux? Historiquement, c'est toujours un peu les mêmes zones et il y en a à peu près partout, malheureusement, j'ai envie de vous dire. Il y a quand même pas mal de secteurs conservés, ça se concentre sur certains endroits, certaines têtes de criques. On a le secteur de la proie qui est très fortement impacté. Tout ce qui est du côté de la crique d'Orlin, etc. également. Il y a énormément de points vers Saint-Élie aussi. C'est assez historiquement, vous pouvez retrouver ça très facilement sur Internet. Je vous invite à aller regarder, c'est assez intéressant. Il y a des bassins miniers, quoi, on va dire. Et du coup, des espaces qui sont déjà très, très fortement impactés et sur lesquels, nous, par exemple, on va avoir une plus grande tolérance, si je puis dire, vis-à-vis de ces dossiers-là, parce qu'on considère que l'état de la biodiversité, de la forêt, etc., de ces espaces sont déjà historiquement impactés. Vous faisiez la différence entre, du coup, ce que vous dites exploitation artisanale et des exploitations industrielles à plus grande échelle. Et finalement, ce sont ces exploitations-là qui auraient le moins d'impact sur l'environnement. Et pourtant, on a du mal à en voir s'installer. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous disiez que sur les exploitations artisanales, les règles étaient beaucoup moins drastiques. Plus souple, oui, plus souple, mais l'exploitation industrielle sera toujours plus polluante que l'exploitation artisanale. Il y a plus de garanties, les dossiers sont plus poussés, il y a plus de procédures de suivi, de contrôle, etc. sur les exploitations industrielles. Mais j'ai pas dit que c'était moins polluant ou moins néfaste. L'artisanal ou l'industriel? C'est une bonne question. Si vous me demandez mon avis, moi je vous dirais aucune des deux en réalité. Parce que sur la mine, on est quand même sur 500 hectares de forêt qui sont condamnés chaque année. On est sur plus de 35 km de cours d'eau chaque année sur la mine légale qui sont impactés. 35 000 km. Protéger l'environnement, d'accord, mais le développement économique de tout ça, on en fait quoi? Nous, on pense, et on vous invite à lire le rapport de l'OAT qui parle de 36 secteurs économiques de Guyane et qui date de 2018, le rapport de l'OAT. Sur 36 secteurs économiques, encore une fois, l'activité minière et l'orpaillage arrivent en dernière position
sur la contribution économique à la Guyane, sur ce qui est redistribué au sein du pays. C'est-à-dire que ça part. C'est un argent qui. Il y a une cause, forcément, à cela. Pardon ? Il y a une cause, forcément, à cela. Nous, on pense que il y a une fuite, en fait, dans le portefeuille de certains privés qui s'accaparent, en réalité, l'ensemble du marché, déjà. Et il y a peu de retombées économiques au sein du territoire. Et aussi, il y a une fuite de l'or. On ne sait pas exactement comment l'expliquer. Il n'y a pas assez d'enquêtes, etc. Et autres. Non, mais après, on pourrait parler de certaines fois entre l'orpaillage légal et l'orpaillage illégal. Et je ne vais pas dire qu'il y a des collusions. C'est pas du tout ce que je vais dire. Mais il y a des formes d'accointance. Il y a des formes de laisser-faire. Il y a des formes parfois de collaboration un peu discrètes qui peuvent se mettre en place. On n'en sait pas assez. De connivence entre les légaux et illégaux, c'est ça ? On n'en sait pas assez, mais c'est un sujet qui reste à pousser pour nous, parce que on considère que l'orpaillage illégal, en tout cas ce qu'en dit la FEDOM et ce que disent les miniers légaux, c'est plus un prétexte pour toujours plus aller exploiter. Mais après, pour les retombées, encore une fois, économiques, puisqu'on parlait de ça au départ, ça va pas être... c'est pas une bonne redistribution. Nous, on considère qu'il y a, par exemple, l'activité touristique, écotouristique à développer, l'agriculture, l'autonomie énergétique du territoire, tous ces sujets-là, il y a énormément d'emplois à créer. Et pas l'orpaillage. L'orpaillage, en fait, vis-à-vis de l'impact que ça a sur l'environnement et les retombées économiques que ça a sur le territoire, pour nous, le coût, il n'en vaut pas la chandelle, vous voyez ? Oui. On pense que c'est un débat à avoir avec l'ensemble des Guyanais. Le constat étant là, mais est-ce que la position ne serait pas se dire, puisque effectivement, ça ne rapporte visiblement pas trop, il n'y a pas suffisamment de retombées économiques, est-ce que la position ne serait pas se dire, on va impulser, on va accompagner, on va sécuriser. Peut-être pas forcément le rôle de... Non, mais je parle en tant que membre de la commission des mines. Alors oui, non, les membres de la commission des mines, pensent comme ça. Et d'ailleurs, les services préfectoraux, faut savoir qu'à la commission des mines, en gros, il y a les miniers, il y a les services préfectoraux et il y a quelques associations environnementales ou autochtones pour un peu faire valoir l'environnement et les droits des populations locales. L'ensemble des miniers, évidemment, est favorable au développement de l'exercice, de l'activité, et également les services préfectoraux. C'est pour ça qu'il y a énormément de dossiers qui passent, etc., qui, selon nous, certains devraient absolument pas passer, pas voir le jour, notamment des récidivistes, certaines personnes qui ont été condamnées dans le cadre de l'orpaillage et qui continuent à déposer des dossiers, qui continuent à se les faire octroyer. Donc pour nous, ça, c'est pas normal. Et encore une fois, nous, on n'est pas du tout pour réfréner l'économie guyanaise, et l'environnement ne va pas à l'encontre de l'économie. Ça aussi, c'est des présupposés qui sont assez généraux, qui sont assez répandus. On défend énormément de services et de secteurs culturels, économiques et culturels. Standard, mon cher Tano ? Oui, bien sûr, avec Roger qui est là et qui attend pour poser sa question. Bonjour Roger. Tano, justement, je disais, est-ce qu'il ne faut pas remettre, ça a commencé, ça fait un moment, le plan Harpie, remettre tout à plat, remettre à zéro, voir un autre système. Parce que ça fait quand même pas mal d'années, ça dure. Voilà. Là, on parle de l'orpaillage illégal, du coup, non, avec Harpie. Non, je parle de l'orpaillage inégal. Oui. De tout remettre à plat. C'est bien ça, puisque le sujet du jour, c'est plus l'orpaillage légal. Et là, avec Harpie, vous parlez de ce qui a été mis en place notamment par l'ancien président Nicolas Sarkozy pour lutter contre les garimperos et l'orpaillage illégal. Ça ne nous empêche pas d'en parler ce matin. Est-ce que vous considérez, et notamment en tant que juriste, il y a eu cette saisine du tribunal administratif par des habitants et des associations, donc pour faire condamner l'État pour ne pas avoir assez lutté contre l'orpaillage illégal. Ça a été vu par le tribunal administratif. On attend encore la décision. Quelle est la portée que pourrait avoir cette décision ? Et pour avoir l'orpaillage légal, voilà. Merci pour la précision, Roger, parce que Roger, il tient à sa question par rapport à l'orpaillage illégal, par rapport à Harpie, entre autres, puisque tout à l'heure, notre invité a fait allusion notamment à l'impact que pouvait avoir l'orpaillage, notamment sur la Prouag et autres, voire jusqu'à Camopi. Vous voulez répondre à Roger ou on accueille d'abord Gwenaël et on fait une réponse pour les deux ? On accueille Gwenaël qui est là au bout du fil. Bonjour Gwenaël.
Bonjour. Allez-y. Oui, alors moi j'avais quelques remarques sur l'intervention qu'on vient d'entendre. La première chose qui m'interpelle, c'est le fait en fait d'avancer des choses tout en disant que on n'en est pas sûr. C'est-à-dire la question, par exemple, sur le nombre de dossiers qui sont acceptés, balancer un chiffre de 70-80% en disant juste derrière, mais on n'a pas les chiffres. Voilà. D'autre part, le montant soi-disant dans le PIB, comme le disait, je crois que c'est Monsieur Clark qui est sur le plateau, il y a forcément une raison pour qu'il y ait aussi un aussi faible retour. Une des premières raisons, c'est déjà le fait, excusez-moi, je marche en même temps. Oui. Une des premières raisons, c'est probablement déjà le fait qu'il y a peu d'exploitation. Ça, c'est un peu mathématique. Les autres raisons, comme vous l'avez dit, vous ne les avez pas. Donc, on ne peut pas non plus avancer que c'est quelque chose qui n'a pas de retour positif sur l'économie. Moi, ce que je vois, c'est que de manière générale, en fait, on avance beaucoup de choses qui sont basées sur des suppositions, comme de dire, par exemple, qu'il y aurait collusion entre orpaillage légal et orpaillage illégal. Des choses sont déclarées et puis tout de suite derrière, on dit « Ah oui, mais par contre, on n'a pas les chiffres ». Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas l'avancer. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, moi, ce qui me dérange aussi beaucoup, c'est qu'en fait, au fil de ces différentes campagnes et de ces différentes actions, on crée justement des amalgames entre l'industriel, l'artisanal, le légal, l'illégal, et on se retrouve en fait avec des personnes qui sont perdues, qui ne savent pas vers quoi se tourner pour avoir les bonnes infos, et on se retrouve au final avec une prise de position qui n'est basée sur que des a priori. Et ça me dérange beaucoup, en fait, dans les discours de certaines associations. Voilà. Merci, Gwenaëlle. Et puisque vous marchez, c'est pour cela que vous n'avez pas vu que c'était Charlie Torres qui était là et non pas Patrick Clark. Non, mais je comprends. Voilà. C'est pas le même sourire. Merci beaucoup, Gwenaëlle. À vous, Léo Borges, pour répondre Roger, Gwenaëlle, et après on accueillera Julie. Allez-y. Oui, merci. Pas trop d'accord avec vous, Gwenaëlle. Non, mais j'ai l'habitude, on va dire. On a l'habitude d'entendre ce genre d'argument aussi. Pour répondre d'abord à Roger sur le programme Harpie, je suis assez d'accord avec lui. Je pense que c'est un programme qui pourrait être revu de fond en comble, qu'on pourrait faire un bilan de tout ce qui a été fait. Ouais, bien sûr, améliorer, parce que on constate qu'il y a des moyens qui sont mis en œuvre, il y a des ressources qui sont mobilisées, il y a des agents qui sont mobilisés également. Mais les résultats sont pas satisfaisants. En tout cas, vous pouvez le voir sur ce qui se passe à Camopi ou au Maroni, et ce qui fait référence, auquel vous avez très bien fait référence tout à l'heure, sur le contentieux vis-à-vis de l'État pour carence fautive sur ce dossier-là, parce que les habitants en fait sont désabusés, se sentent abandonnés, ne savent plus quoi faire. Ils sont pollués au mercure, au plomb, au zinc, à l'arsenic, à énormément de substances extrêmement toxiques. Leurs rivières n'accueillent plus les poissons qu'elles accueillaient historiquement, donc leurs moyens de subsistance sont également atteints. Donc nous, Français, l'État, que peut-il faire? Que doit-il faire? En fait, c'est des questions qui doivent réellement se poser, et le bilan du programme Harpie, à notre sens, pour GNE en tout cas, doit être posé, doit être fait, ouais. La question sur les chiffres, du coup, de la commission des mines. Et du coup, c'était, pardon, j'ai oublié son prénom. Gwenaëlle. C'était Gwenaëlle, ouais. Vis-à-vis des chiffres, la commission des mines, en fait, ça se retrouve très facilement, ces chiffres-là. C'est juste, je vous disais, moi, j'ai pas fait de statistiques. On me demandait quelle proportion de dossiers sont acceptés. J'ai donné une estimation, mais j'aurais pu répondre, je sais pas exactement. Mais par contre, ces chiffres se retrouvent très facilement. Et je peux vous assurer que c'est autour de 70-80%. Ça, j'ai peu de doutes là-dessus. Je voulais pas vous donner un chiffre très précis là-dessus, mais vous pouvez aller vérifier, il y a aucun problème. Julie, bonjour Julie, on vous écoute, allez-y. Oui, bonjour messieurs. Bonjour. Alors, ma question c'est que ça fait des années qu'en Guyane, on récupère de l'or. Je suppose que tout l'or part en métropole. Là, le monsieur, il dit qu'il n'y a pas grand-chose pour la Guyane. Moi, ce que j'aimerais savoir, quelle est la quantité d'or, je vais dire, pour les années 2000, quelle est la quantité d'or qui est prélevée en Guyane, et si ça profite pas à la Guyane, automatiquement ça profite à la France. Parce que je pense pas que, en plus, quand on voit le cours de l'or, donc nous, si on nous dit par exemple, je sais pas moi, qu'il y a 20 tonnes d'or qui sort de la Guyane, par rapport au cours, on voit que il y a une quantité vraiment phénoménale. Donc, le problème,
est-ce que c'est parce que l'or part en France, nous, on n'a pas de retombées? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'or puisse rester en Guyane? Merci, Comment Julie. faire? Est-ce que l'État a mis son veto? Parce que c'est vrai qu'on a beau dire la Guyane française, mais en fin de compte, c'est comme si on ne compte pas, parce que tout appartient à la France. Merci. Et dans beaucoup de domaines, c'est comme ça, que ça soit dans le domaine spatial et tout, on n'a pas de retombées, mais c'est parce que c'est voulu, c'est parce qu'on ne nous prend pas en compte, il n'y a pas de considération. Donc à un moment donné, c'est bien gentil, les associations et tout, mais je trouve qu'il y a trop d'hypocrisie là-dedans. Et le jeune homme, on voit bien qu'il est quand même coincé parce qu'il ne peut pas dire ce qu'il sait. Et on voit qu'il est coincé. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter avec les hypocrisies et dire